Pourquoi est-ce qu'ils sont allés au Burkina? Pour la simple et bonne raison qu'à cette époque, le Burkina avait pour président Blaise Compaoré, assassin de Thomas Sankara, personnage sulfureux, France-africain par excellence, et dont l'ombre plane sur beaucoup de conflits sanglants qui a émaillé le continent africain. Et donc, le président Blaise Compaoré les accueille et leur permet de s'entraîner parce qu'il souhaitait se venger de Laurent Gbagbo qui apparemment s'était un peu foutu de sa gueule. Pour la petite histoire, Blaise Compaoré avait financé Laurent Gbagbo à hauteur de 20 millions de francs CFA par mois, et ce de janvier 1989 à son accession au pouvoir en 2000. On parle là de quasiment plus de 2 milliards de francs CFA. Pour un pays pauvre, c'est énorme cet investissement. Et en contrepartie, Laurent Gbagbo devait naturaliser tous les Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire, en tout cas une grande partie d'entre eux, mais surtout accorder une partie du port de San Pedro au Burkina Faso. Je vous mets d'ailleurs un extrait d'un ancien conseiller ivoirien de Blaise Compaoré et ancien intime de Laurent Gbagbo. Je suis allé au Burkina, je suis devenu conseiller de Blaise. Mais qu'est-ce qui était dans la conscience de Guy? Guy savait très bien que Gbagbo, qui dormait chez lui, avait un problème de financement. En 2025, au moment des élections présidentielles, il aura 80 ans passés. Ce dans quoi il veut se lancer, ce n'est non seulement plus de son âge, mais c'est surtout que les Ivoiriens veulent passer à autre chose. Lui, Bédié et Ouattara doivent se retirer de la scène politique. Ils la monopolisent depuis bientôt 40 ans. Ils ont fait toutes les combinaisons possibles. Gbagbo / Ado contre Bédié, Ouattara Bédié contre Gbagbo, Bédié Gbagbo contre Ouattara. On a tout fait. Ils ont formé des générations entières qu'ils passent la main. La moitié de la population ivoirienne a moins de 30 ans. Avoir des présidents octogénaires est incompréhensible. C'est totalement hors sol. Comment voulez-vous diriger ou concevoir une société pour des gens que vous ne comprenez pas? Est-ce que le gap qu'il y a entre les Alassane Ouattara, les Bédié et Gbagbo et les petits TikTokers ou des gens qui passent leur temps à twerker, ils comprennent pas. Pour eux, ça n'a pas de sens. Quand on vous dit que chacun d'entre eux n'a quasiment même pas de smartphone, ils appellent encore au téléphone fixe. Et c'est eux qui doivent absolument concevoir le monde de demain. Après, vous me direz, ils peuvent s'entourer. La preuve, Alassane Ouattara est président. Il y a énormément d'innovations en ce moment en Côte d'Ivoire. Mais il est tout de même préférable qu'ils laissent la place. Ils sont tous devenus présidents. Ils ont tous occupé le fauteuil présidentiel. Chacun d'entre eux a montré de quoi il était capable. C'est bon, grâce. On peut passer à autre chose. Aïe, c'est votre GSW. On va parler aujourd'hui de politique ivoirienne principalement. Les élections locales sont prévues en Côte d'Ivoire le 2 septembre 2023. Le corps électoral votera pour élire les maires et les exécutifs régionaux. Dans cette effervescence électorale, le président Gbagbo fait l'actualité. Il se plaint d'être radié de la liste électorale et donc de ne pas pouvoir jouir de ses droits civiques comme n'importe quel autre Ivoirien. Je vais vous expliquer les raisons de cette radiation dans un instant. Je vais déjà vous inviter à vous abonner, partagez donc le contenu s'il vous plaît. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos. Venez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, SW Decrypt. Je vous accueillerai donc avec grand plaisir. Je poste pas mal de contenu tout au long de la semaine, donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. On va pas prendre plus de temps, on va démarrer dès à présent. Comme je vous le disais, Laurent Gbagbo a donc été radié des différentes listes électorales. Il a fait une réclamation en fin de semaine dernière auprès de la CEI, la commission électorale ivoirienne, et il a envoyé à la primature Georges Weah, Justin Koné-Katinan et Sébastien Dano-Diédier, tous classiques de l'ancien régime et cadres actuels du parti de Laurent Gbagbo, le PPACI. Ils avaient pour mission de trouver une solution avec le Premier ministre Patrick Hachi, à savoir que Gbagbo et son parti, le PPACI, considèrent qu'il s'agit d'un problème politique et que ce problème ne se réglera donc forcément que par la politique. Le gouvernement est en train de réfléchir à la réponse qu'il donnera à cette sollicitation, à cette préoccupation de Laurent Gbagbo. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, la question qu'on va devoir se poser est pourquoi est-ce que cet ancien président de la République a été radié des listes électorales? Cette question nous ramène à la crise post-électorale de 2010-2011. Installez-vous confortablement, prenez à boire, prenez à manger. On va remonter un peu le temps.
Ça va être indispensable pour que vous puissiez comprendre donc mon point de vue final. Je vous mets d'ailleurs dans le petit i, là ou là, la vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines sur la Côte d'Ivoire qui relate pas mal les différentes crises que ce pays a connues, donc de 1995 à 2011. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil, c'est très instructif. Et donc dans la vidéo que je vous fais là aujourd'hui, je ne vais pas forcément rentrer autant dans les détails. On va traiter principalement donc la question de sa radiation, mais pour cela, je vais tout de même vous faire un petit speech sur les différentes étapes qu'a connu la Côte d'Ivoire et qui ont mené donc à cette crise de 2010-2011, parce que pendant cette crise, il y a eu des faits, des actes que Laurent Gbagbo a posés qui lui sont là aujourd'hui reprochés et qui justifient le fait qu'il soit retiré de la liste électorale et qu'il ne puisse pas se présenter à une élection en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de tensions, de guerre et de partition du pays, de septembre 2002 à avril 2011. Laurent Gbagbo a été élu président de la République à l'an 2000, dans des conditions compliquées. Lui-même dit qu'il a été élu de façon calamiteuse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son élection n'a pas été faite dans les règles de l'art. Après cette transition, Laurent Gbagbo a été élu après une crise post-électorale, donc en 2000, qui a engendré plus de 300 morts. Ce sera d'ailleurs la première crise post-électorale que la Côte d'Ivoire connaîtra et il ne sera malheureusement pas la dernière. Le président Laurent Gbagbo refusera de pacifier la scène politique et pour cela il aurait suffi de réintégrer l'ancien président Henri Konan Bédié qui avait été donc exclu de ce scrutin de 2000. On dit que Laurent Gbagbo et le général Guéhi s'étaient entendus pour les écarter, Bédié et Ouattara, et que donc le général Guéhi garderait la présidence et que Laurent Gbagbo deviendrait Premier ministre. Le général Guéhi dira même d'ailleurs plus tard que Laurent Gbagbo l'a roulé dans la farine et le surnom de boulanger de Laurent Gbagbo vient de là. Gbagbo refuse donc de réintégrer Ouattara et Bédié, mais surtout le concept d'ivoirité qu'il a pourtant combattu en plein milieu des années 90, prenant même parti pour Alassane Ouattara, ils ont même été alliés. Il a combattu contre l'ivoirité, mais lorsqu'il devient président, il le prend lui-même à son compte. C'est en 1994 que pour la première fois a été introduite dans la Constitution par le président Bédié, écartant de la course à la présidentielle ceux qui n'étaient pas de père et de mère ivoiriens. Mais les gens n'ont pas de mémoire. Ils font comme si c'est moi qui ai créé cela. Alors qu'on peut relire les minutes des débats à l'Assemblée nationale et voir que j'ai combattu ce projet de loi. Je ne veux pas ce code électoral et je ne me présenterai pas du tout à aucune élection organisée sous l'emprise de ce code électoral. Tandis que le général Guéhi restait en réserve de cette polémique sur les origines des futurs candidats à la présidentielle, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'étaient alliés pour dénoncer les manœuvres du président en exercice et appeler au boycott du scrutin à venir. Ça lui permet d'écarter Alassane Ouattara d'une élection présidentielle, sous prétexte que Ouattara, son père, était donc burkinabé. Ce qu'il a toujours nié, c'est apparemment le père d'Alassane Ouattara était un grand chef coutumier du nord de la Côte d'Ivoire, ami de Félix Houphouët-Boigny. À l'époque de la coloniale, les frontières n'étaient pas forcément hyper bien tracées, mais apparemment, il a toujours été citoyen ivoirien. Et donc ce concept d'ivoirité consistait à exclure de la course présidentielle ceux qui ne pouvaient justifier d'une double filiation ivoirienne. Il fallait être de père et de mère ivoiriens de naissance, eux-mêmes de père et de mère ivoiriens. Donc ça remontait au moins sur 2 à 3 générations. Et tous ceux qui ne pouvaient pas justifier de cette filiation ne pouvaient pas prétendre au fauteuil présidentiel. L'objectif était d'empêcher qu'Alassane Ouattara puisse briguer le fauteuil présidentiel. C'est pour ça que Bédié avait mis en place ce concept d'ivoirité, que le général Guéhi récupère après. Pourtant lui-même il a fait un coup d'état pour pouvoir combattre cela. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Mais le nouveau chef de l'État n'allait pas tarder à y prendre goût, cédant lui aussi à la tentation d'accorder la Constitution à son désir de rester en place. Après avoir promis de balayer l'article qui imposait d'être né à la fois de père et de mère ivoirien pour briguer la magistrature suprême, le général Guéhi allait le renforcer, dans le seul but d'écarter l'homme qui incarnait cette fois encore l'ennemi héréditaire aux yeux du régime.
De tous ces Ivoiriens qu'on commençait à dire de nationalité douteuse, les populations du Nord musulman, comme les immigrés que le vieux avait naturalisés au temps du miracle économique, Alassane Ouattara était ainsi devenu le porte-parole et le symbole, ne faisant désormais plus qu'un avec le personnage de paria que ses rivaux lui avaient fabriqué. On croit que Ouattara devait vraiment les effrayer. Au-delà d'Alassane Ouattara, c'est surtout tous les ressortissants du Nord, tous ceux qui, comme lui, sont originaires de cette partie de la Côte d'Ivoire, à qui la nationalité était toujours suspicieuse. Cet état de fait a poussé des militaires putschistes, originaires eux-mêmes du Nord, à faire défection et à rallier le Burkina Faso pour s'entraîner et organiser un coup d'État pour faire tomber Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont allés au Burkina ? Pour la simple et bonne raison qu'à cette époque, le Burkina avait pour président Blaise Compaoré, assassin de Thomas Sankara, personnage sulfureux, France-africain par excellence, et dont l'ombre plane sur beaucoup de conflits sanglants qui a émaillé le continent africain. Et donc, le président Blaise Compaoré les accueille et leur permet de s'entraîner parce qu'il souhaitait se venger de Laurent Gbagbo, qui apparemment s'était un peu foutu de sa gueule. Pour la petite histoire, Blaise Compaoré avait financé Laurent Gbagbo à hauteur de 20 millions de francs CFA par mois, et ce de janvier 1989 à son accession au pouvoir en 2000. On parle là de quasiment plus de 2 milliards de francs CFA. Pour un pays pauvre, c'est énorme cet investissement. Et en contrepartie, Laurent Gbagbo devait naturaliser tous les Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire, en tout cas une grande partie d'entre eux, mais surtout accorder une partie du port de San Pedro au Burkina Faso. Je vous mets d'ailleurs un extrait d'un ancien conseiller ivoirien de Blaise Compaoré et ancien intime de Laurent Gbagbo. Je suis allé au Burkina, je suis devenu conseiller de Blaise. Mais qu'est-ce qui était dans la conscience de Guy? Guy savait très bien que Gbagbo, qui dormait chez lui, avait un problème de financement pour aller créer le FPI en Côte d'Ivoire. Il fallait de l'argent. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisent pas. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé, les deux, de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir. En contrepartie, quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour me renverser. Ça a toujours été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Houphouët-Boigny persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît. C'est le colonel Oulata, le capitaine Akapia. Tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été formés. Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un. Pour la contrepartie, Blaise dit, Gbagbo dit, bon, qu'on me laisse le temps d'attendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Je vous rappelle que le Burkina est un pays enclavé. Ils n'ont pas d'accès à la mer. Toutes leurs importations passent par les ports ivoiriens. Pour cela, les Burkinabés payent des droits de transit qui leur coûtent très très cher. Et le deal que Compaoré avait pensé faire avec Laurent Gbagbo lui aurait permis d'économiser des milliards de francs CFA. Pour à peine 2 milliards investis sur Laurent Gbagbo, il voulait faire des économies substantielles. Bref, vous voyez un peu la moralité et le type de deal que Laurent Gbagbo pouvait passer. Blaise Compaoré, ce n'est pas le général Guéhi. On ne se fout pas de la gueule d'un vieux singe comme ça. Et il y a forcément des conséquences et ça n'aura pas tardé. À peine 2 ans plus tard, Laurent Gbagbo, devenu président, était en voyage officiel en Italie et il a failli être renversé par ces hommes qui s'entraînaient donc au Burkina. Il est rentré précipitamment à Abidjan pour superviser les opérations. L'armée loyaliste réussira à repousser les rebelles d'Abidjan, mais pas les neutraliser totalement. Le pays sera divisé en deux. Le sud du pays, donc la Côte d'Ivoire utile, sera administré par Laurent Gbagbo et le nord sera donc tenu par les rebelles. Plusieurs initiatives internationales seront organisées afin de trouver un règlement politique négocié. Il y a eu un sommet à côté de Paris à Marcoussis. Ensuite, ça a été Lomé plusieurs fois, Lomé 1, Lomé 2, Accra au Ghana.
Johannesburg en Afrique du Sud, tous ces sommets n'ont pas apporté de succès palpable sur le terrain. Il faudra attendre que Laurent Gbagbo et Compaoré décident d'enterrer la hache de guerre pour qu'un dialogue direct soit organisé à Ouagadougou, donc la capitale du Burkina Faso, entre toutes les parties ivoiriennes, et Compaoré sera donc désigné comme médiateur. De ces travaux sortiront la possibilité donnée à Bédié et à Ouattara de se présenter à la prochaine élection présidentielle, qui devra se tenir assez rapidement. Gbagbo sera conforté dans son rôle de président, les rebelles devront désarmer et seront incorporés dans l'armée. Ils s'entendront également sur les règles du prochain scrutin, et sur proposition d'ailleurs de Laurent Gbagbo, les résultats devront être certifiés par l'ONU, qui était présent en Côte d'Ivoire depuis quasiment 2004. Retenez bien cela, ça va être indispensable, le fait que l'ONU ait dorénavant la possibilité de certifier les résultats, et surtout, c'est Laurent Gbagbo qui a souhaité cela, ne l'oubliez pas, gardez-le bien en tête. On parle un peu du rôle de Blaise Compaoré, qui a vraiment été, dans ce dossier, un pompier pyromane, mais de génie. Il voulait se venger de Laurent Gbagbo, il suscite une rébellion, ensuite il s'institue en médiateur, celui qui va apporter la paix après avoir contribué à ce que l'incendie se propage. D'ailleurs, si son parcours, ses coups politiques et ses crimes, ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, on ferait une vidéo avec grand plaisir. Il y a énormément de choses à dire sur le personnage. Après plusieurs reports, le premier tour des élections présidentielles sera fixé à octobre 2010. Le président sortant, Laurent Gbagbo, a recueilli 38% des voix, contre 32% pour l'ancien Premier ministre, Alassane Ouattara. L'ancien président Henri Konan Bédié arrivera en troisième position, avec à peine 25% des voix. Bédié et Ouattara, ainsi que Albert Mambiri Touakeuse, donc celui qui a récupéré le parti du général Guéhi, et Anaki Kobenan, un autre président de parti. Ces 4 présidents de partis politiques ont créé une alliance électorale en 2005 à Paris. Celui qui sera qualifié au second tour verra les autres appelés à voter pour lui. Et donc, ce que Bédié, Mambiri Touakeuse et Anaki Kobenan feront, ils appelleront à voter pour Alassane Ouattara. Et ces résultats du premier tour seront pour Gbagbo une contre-performance incroyable. À défaut d'être élu dès le premier tour, il espérait avoir un score plus qu'important. Conforté en cela par les différents sondages qu'il avait commandés à la boîte de com de Bolloré, Havas, il avait fait en sorte que ce soit eux qui s'occupent de sa com et de sa stratégie électorale. Et apparemment, des informations qu'on a eues par la suite, il lui disait que l'élection était quasiment gagnée, c'était quasiment dans la poche. Et donc, à peine 6 points d'écart entre lui et Ouattara. Et même si les élections, ce n'est pas de l'arithmétique, le second tour s'annonçait tendu pour Laurent Gbagbo. Pendant la campagne de l'entre-deux tours, il a dragué les électeurs de Bédié en espérant que le report de voix lui soit favorable. Et ce qui devait arriver arriva. Les résultats du second tour seront à la défaveur de Laurent Gbagbo. Et quand ses équipes et lui s'en sont rendus compte, ils ont usé de toutes les manœuvres dilatoires possibles et imaginables pour que la commission électorale indépendante, donc la CEI, ne puisse pas rendre publics les résultats. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Voilà. Il faut plier. Et M. Bamba Yacouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qu'il va vous livrer. Ouais. Merci. Merci, monsieur. Bon, moi, je suis Bamba Yacouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Et par ces moments difficiles, quel commentaire faites-vous de cette situation que vous avez vécue? Est-ce que les représentants LMP n'avaient pas vraiment les raisons de se comporter ainsi? N'avaient-ils pas les raisons de douter de ces chiffres et tout? C'est une situation fort déplorable. Et je voudrais signaler que ces résultats avaient déjà été annoncés dans les différentes régions. Si vous vous souvenez, la veille, j'étais sur vos plateaux. Ces résultats, nous les avions déjà depuis la veille. Je suis passé sur les plateaux, annoncer les résultats de la diaspora. Et j'avais dit que le lendemain, à 10 h, j'allais venir donner les résultats des régions qui étaient déjà en notre possession, qui avaient déjà été validées. Les archives sont là. Les images sont là, peuvent illustrer tout ceci. Le lendemain matin, la RTI disparaît avec tout son matériel. La CEI, donc, transformée au fur et à mesure en camp militaire. Et donc, nous sommes en attente de proclamer les résultats.
Pendant toute la journée, on attendait que la RTI revienne. La RTI n'a pas voulu venir. Vers 18 h, on nous appelle pour nous dire que la RTI va venir, mais viendra enregistrer en différé. Parce qu'ils ne pouvaient plus enregistrer en direct sous prétexte que le matériel qui était en possession de la RTI n'est plus disponible. Nous avons refusé de faire en différé. Mais pourquoi vous avez refusé de faire Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que la même procédure qui avait été adoptée lors du premier tour, qui était donc l'annonce des résultats en direct, devait être la même suivre. Okay. Lors du deuxième tour. Nous avons donc demandé que la RTI revienne. La RTI est venue et a dit qu'elle allait prendre en différé. Nous avons donc accepté d'aller communiquer. Mais il n'y a pas que la RTI, il y a les médias internationaux qui étaient là. Ils avaient le direct. Donc nous sommes allés sur les plateaux pour aller annoncer les résultats. Ces résultats étaient consolidés, avaient été déjà disponibles. Et ce sont ces mêmes résultats qui ont été annoncés en région. Vous pouvez vérifier les résultats des régions. À savoir que la constitution ivoirienne prévoyait que la CEI avait 72 heures après le scrutin pour proclamer les résultats. Et si elle le faisait hors délai, c'est la Cour constitutionnelle qui reprenait la main. Et si Laurent Gbagbo a voulu que la CEI ne proclame pas les résultats, mais plutôt la Cour constitutionnelle, c'est pour la simple et bonne raison que la CEI était constituée quasiment majoritairement par les membres de l'opposition. Donc il n'y avait pas de possibilité de faire un tour de passe-passe. Par contre, à la Cour constitutionnelle, c'était possible. Laurent Gbagbo, comme tous les autres chefs d'État au monde, avait nommé des gens qui lui étaient loyaux, fidèles à la Cour constitutionnelle. Et donc c'est pour cette raison que Laurent Gbagbo a tout fait pour que la CEI soit hors délai, qu'elle ne puisse plus proclamer les résultats et que ça passe directement à la Cour constitutionnelle. Comme ça au moins il aurait pu essayer de s'arranger. D'ailleurs je vous mets un petit extrait, une vidéo qui relate pas mal cette période tendue. Les jours passent et les résultats n'arrivent toujours pas en Côte d'Ivoire. Officiellement, on les attend avant ce soir minuit. Bonsoir François-Xavier Ménage. Pour l'instant c'est clair, rien ne vient et le candidat Alassane Ouattara commence à s'impatienter sérieusement. Cet après-midi, il a demandé que de manière immédiate, on ait ces résultats. Eh bien, regardez l'heure qu'il est. Ici, on n'a toujours aucun résultat, même partiel. Et vous savez, ça n'est pas le seul à avoir fait cette demande, parce que la communauté internationale augmente encore un peu la pression sur la Côte d'Ivoire. Ces élections qui devaient venir mettre fin à la crise va plutôt l'aggraver. Le président de la CEI devra être exfiltré de ses bureaux pour qu'il puisse annoncer les résultats. Obtenu. Gbagbo Laurent, 2 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Le représentant du secrétaire général de l'ONU certifiera ces résultats. Laurent Gbagbo criera bien évidemment à la forfaiture, en prétextant que cette proclamation a été faite hors délai et qu'il appartenait désormais à la Cour constitutionnelle de faire connaître les résultats. Le Conseil constitutionnel proclamera lui Laurent Gbagbo comme vainqueur, avec 51% des voix, contre 48, quelque chose pour Alassane Dramane Ouattara. Pour arriver à ce résultat, ils ont annulé 7 départements du Nord où Alassane Ouattara faisait ses meilleurs scores. Et ce n'est que par ce tour de passe-passe que Laurent Gbagbo est reconnu vainqueur avec 51% des voix. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel, qui aurait dû avaliser les résultats, a proclamé au contraire que Laurent Gbagbo avait gagné l'élection. L'ancien président, au pouvoir depuis 10 ans, n'accepte pas les résultats de la commission. Ont obtenu, après l'annulation des régions surmentionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays avec 2 présidents. Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a fait son gouvernement. Il a été rejoint par Soro Guillaume, par les membres que j'étais tout déjà dans RHDP, mais il a été rejoint par Soro Guillaume, un gouvernement de 13 membres. Laurent Gbagbo aussi a fait son gouvernement. Pour un simple petit pays de 322 000 km², on a 2 présidents, 2 premiers ministres et puis 2 gouvernements. À cause de quoi? Je ne comprends pas. Vous êtes parti à Ouaga. Vous avez signé des accords de Ouaga qui stipulent que vous allez mettre en place une commission électorale indépendante. Et c'est la commission électorale indépendante qui doit proclamer les résultats. Et la Cour constitutionnelle valide ces résultats. La CEI a proclamé les résultats.
La Cour constitutionnelle aussi prend les résultats, dit que oui, la CEI a proclamé ça hors délai, c'est-à-dire qu'ils avaient 3 jours avant de proclamer. Mais comme ils ont proclamé hors délai, donc ils sont dans l'illégalité. On peut lui accorder des circonstances atténuantes compte tenu de l'atmosphère qui régnait. Parce que j'ai vu à la télévision, pendant la proclamation, j'ai vu des représentants de la majorité présidentielle déchirer ces résultats. Donc on peut accorder des circonstances atténuantes. Parce qu'on veut sortir des crises. Quand on doit sortir des crises, chacun doit accepter un peu, de faire un peu un don de soi, avoir un peu de retenue. Bon, la Cour constitutionnelle, elle a proclamé ses résultats. Mais quand tu vois la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, c'est un élément, un bras droit du président Laurent Gbagbo. C'est le président du Conseil général et FPI de la région de Divo. La CEI proclame, est élu Alassane Ouattara. La Cour constitutionnelle dit que ce n'est pas Ouattara, c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'il y a eu 7 départements du Nord qui ont été enlevés dans le décomptage des voix. Et quand ils ont fait cela, Alassane Ouattara se retrouve avec 48,90% des voix. Laurent Gbagbo se retrouve avec 51,10%. Quand j'ai fait le décomptage, bon, on a enlevé 7 départements. Et puis lui, il a 51, l'autre a 48,90. Mais le cas est tellement mince. Le droit au vote, là, c'est un droit, c'est-à-dire c'est un droit absolu que tout citoyen a droit. S'il a voté, on doit prendre ça en compte. Maintenant, quand on annule, ça veut dire qu'il n'est plus un citoyen de ce pays. Il n'est plus un citoyen, il n'a plus droit à la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'impasse actuelle? 7 départements du Nord et du Centre qui ont été retirés. Et là, la région de Boaké qui a été retirée. La région d'Abakala qui a été retirée. Korogo a été retiré. Tengla a été retiré. Odene a été retiré. Même si on veut reprendre, supposons qu'on veut résoudre la crise, qu'on dit, bon, quand ces départements-là, il y a eu de la fraude, on va les annuler, on va reprendre. Mais si on reprend, ça c'est un fief de l'Alassane Ouattara. C'est-à-dire tu vas organiser là-bas, il va toujours avoir les mêmes 90% là. C'est ton fief. On va reprendre, président, les mêmes voix là. Peut-être que tu n'avais pas à avoir encore plus. Les voix, c'est le siège du gars. On n'y peut rien, tu n'y peux rien. On va reprendre 1000 fois, il va avoir ses propres voix là-bas. Le président du Conseil constitutionnel se justifiera en disant qu'il y avait eu des bourrages d'urnes dans le Nord. Soit, c'est possible. Effectivement, il y a pu avoir tricherie, il y a pu avoir bourrage d'urnes, pourquoi pas. Mais dans ce cas, la constitution ivoirienne était claire. En cas de fraude massive, pouvant rendre le scrutin insincère, on reprend totalement le processus. Nulle part il est écrit qu'on peut jeter à la poubelle l'expression d'une partie du corps électoral. Ça n'a pas de sens. Les habitants du Nord qui ont participé à ce scrutin ont eux aussi le droit de s'exprimer sur la personne qui doit diriger les destinées du pays pour les 5 ans à venir. Vous n'allez pas, parce qu'il y a eu soi-disant des fraudes que vous êtes les seuls à constater, parce que l'ONU, la communauté internationale et même les instances régionales ont reconnu la victoire d'Alassane Ouattara, et pas parce qu'ils aiment trop Alassane Ouattara, mais à cause des différents PV qui montraient bien qu'il y avait une avance de sa part. Et s'il y avait eu, comme je vous le disais, tricherie, reprenons le scrutin. Ça n'a pas été fait. Dès que la Cour constitutionnelle s'est exprimée, Laurent Gbagbo s'est empressé d'organiser une cérémonie d'investiture et il refusera de reconnaître sa défaite et de céder le pouvoir. Et d'ailleurs, il le fera rapidement pour éviter qu'il y ait de moments de flottement. Et pendant plusieurs mois, il y a eu des négociations, que ce soit, comme je vous le disais, des instances régionales, que ce soit de l'Union africaine, donc une instance continentale. Le président américain de l'époque, Barack Obama, s'était même mouillé. Il avait essayé de convaincre Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Nicolas Sarkozy, pareil. Mais rien n'y fit. Même le fait qu'on lui précise bien que quoi qu'il arrive, c'est sa responsabilité qui sera engagée et qu'il est préférable pour lui qu'on trouve une solution négociée et qu'il s'en aille, il n'a rien voulu entendre. Et sur ces entrefaites, des mesures de rétention économique et financière seront prises pour assécher les sources de revenus du clan Gbagbo et ils iront même par mettre la Côte d'Ivoire sous embargo. Impossible pour lui donc de vendre les récoltes de cacao. Ses ambassadeurs nommés à l'étranger ne seront plus reconnus et Gbagbo perdra même la reconnaissance de sa signature en tant qu'ordonnateur de fonds à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, donc la BCEAO. Et après cette décision, pour pouvoir avoir le maximum de liquidité possible, Laurent Gbagbo enverra des hommes à lui au siège de la BCEAO avec pour mission de s'emparer des espèces disponibles. Et c'est à cause de cet acte-là
là qu'il a été poursuivi par la justice ivoirienne et condamné à 20 ans de prison, à 300 milliards d'amende, et qu'il a perdu son éligibilité. Je finis sur la crise post-électorale et je reviendrai plus en détail sur les raisons de ce procès. Les rebelles de Guillaume Soro, qui tenaient le nord du pays, seront équipés et entraînés en sous-main par la communauté internationale. Et celui qui supervisera le tout, ce sera qui, d'après vous? Je vous laisse quelques secondes. Blaise Compaoré, toujours lui. La communauté internationale, mais surtout la France, se sont autant mobilisés dans ce dossier parce que l'élection d'Alassane Ouattara était pour eux une aubaine. Ouattara leur ressemble, il correspondait parfaitement à leurs standards. Technocrate, polyglotte, financier international de haut niveau, ami de George Soros et de tous les autres puissants du monde. Il a des gestes raffinés, il est marié à une Française, femme d'affaires multimillionnaire en dollars. Ça contrastait un peu avec Laurent Gbagbo qui paraissait un peu populiste, un peu vulgaire, limite même un peu villageois. Et donc ils ont sauté sur l'occasion pour faire en sorte qu'Alassane Ouattara accède au pouvoir. Le président français Nicolas Sarkozy s'est investi dans ce dossier d'une telle force que ça en est presque suspicieux. Le gouvernement français a soutenu le gouvernement parallèle d'Alassane Ouattara financièrement, diplomatiquement, militairement. L'embargo sur la Côte d'Ivoire, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a motivé le plus possible. Et comme je vous le disais, l'autre interrogation, c'est dans le cas de la Côte d'Ivoire, Gbagbo essaye de voler Ouattara, les Français s'insurgent et interviennent. Mais quand ça a été le cas d'Ali Bongo qui a essayé de faire la même chose avec André Baobab en 2009, là ils n'ont absolument rien dit. Au Togo, ça a été la même chose. Il y a énormément de deux poids deux mesures qui interpellent. Au bas mot, c'est surprenant. Cette armée qui a été équipée et entraînée sont descendus du nord. Ils sont arrivés facilement jusqu'aux portes d'Abidjan et ils furent incapables de neutraliser le dispositif de Laurent Gbagbo, concentré donc tout autour de la capitale. Il aura fallu que l'ONUFI et la France s'impliquent militairement pour que Gbagbo et sa famille soient arrêtés. Face à cet activisme de la France, le clan Gbagbo a toujours crié au complot international ourdi pour le bouter du pouvoir. Comme je vous le disais, il y a des questions à se poser parce qu'ils se sont vraiment démenés comme de beaux diables pour que Ouattara puisse s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Ça, c'est indéniable. Il y a aussi un autre fait incontestable, c'est que n'eût été les 7 départements qui ont été invalidés, Gbagbo ne gagnait pas. Donc il peut autant crier à la forfaiture, au complot, que la base, c'est ça. S'il y avait eu une victoire nette de Laurent Gbagbo, il n'aurait pas eu de point d'entrée pour essayer de le faire tomber. Tout part de là. Sans ça, Gbagbo ne gagnait pas. Paul Yaoundé, après avoir retiré 7 départements du Nord, viendra tenir un discours lunaire lors de la cérémonie d'investiture d'Alassane Ouattara, qu'il présidera. La Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes allés tous trop loin. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Je n'irai pas plus loin. Au moins, il reconnaît ses fautes. Mais bon, s'il avait pu les reconnaître ou être un peu plus malin, on aurait économisé 3000 morts et un état du pays totalement délabré. Ça rejoint encore ce que je disais sur le cas de Laurent Gbagbo. Il faut être un peu plus conséquent dans les actes et la qualité des actes que nous faisons. Un peu plus conséquent. Et je dois vous avouer que je suis encore aujourd'hui étonné par l'entêtement de Laurent Gbagbo. Et c'est cet entêtement-là qui a plongé le pays dans une crise post-électorale qui fera cette fois plus de 3000 morts. Donc quand il accède au pouvoir en 2000, 300 morts déjà. Et 10 ans plus tard, 3000 morts. Et quoi qu'on en dise, Laurent Gbagbo a été prévenu que s'il continuait dans cette lancée, sa responsabilité allait être engagée. Comment ce stratège, tacticien hors pair, ne s'est pas rendu compte que ce combat-là n'était pas viable? Seul contre le reste du monde, ça n'a pas de sens. J'ai même l'impression qu'il n'a pas eu assez la lucidité de se rendre compte que sa position était intenable. Je vous prends par exemple l'exemple de Mathieu Kérékou au Bénin, qui a pourtant terrorisé son pays pendant son premier passage à la présidence. Mais lorsqu'il s'est rendu compte, après la conférence nationale de 1990, qu'il ne pouvait plus rester, il est parti, il a cédé le pouvoir à Nicéphore Soglo, et 5 ans plus tard, il a été réélu sous les hurrahs. Lorsque Denis Sassou Nguesso
à cause toujours des conférences nationales au Congo-Brazzaville, et qu'il s'est rendu compte, lui aussi, qu'il ne pouvait plus présider aux destinées du Congo, il est parti. Lissouba a été élu. Sassou est revenu 6 ans plus tard, vous me direz, avec les armes. À quoi bon s'entêter et s'accrocher alors que tu es en train toi-même de te tirer une balle dans le pied? Ce que Gbagbo a fait. Et lorsqu'il a été arrêté, il a été envoyé à la Cour pénale internationale avec Charles Bégaudet qui s'occupait de mobiliser la rue pour lui. Et ils ont été envoyés là-bas pour répondre de leurs actes devant la justice internationale. Ils seront poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et ils seront acquittés en 2019. À savoir que la procureure Fatou Bensouda et son équipe n'ont pas réussi à démontrer la culpabilité de ces deux accusés. Et je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais pour qui a suivi le procès de Laurent Gbagbo, et c'est disponible sur YouTube, vous pourrez constater que l'argumentaire de l'accusation était bancal. Les juges ne pouvaient que les relaxer. Le bureau du procureur a fait trop d'erreurs dans ce procès, mais aussi dans les autres procès que Fatou Bensouda avait ouverts. Jean-Pierre Bemba, ancien chef rebelle et vice-président de la République démocratique du Congo, avait été poursuivi pour les mêmes faits, mais dans un autre dossier. Lui aussi, il a été relâché parce que le procureur n'a pas su montrer sa culpabilité. Vous me faites même penser que les stats de Fatou Bensouda sont incroyables. Sur 6 ou 7 affaires qu'elle a dû gérer, sur les 6 ou 7 affaires, 7 défaites. Comme ça, moi, c'est fait. Stats 100%. D'échecs, mais au moins, c'est du 100%. C'est pas drôle parce qu'on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, mais tout ça pour vous expliquer que si Laurent Gbagbo est sorti de la CPI, c'est pas forcément qu'il n'avait rien à se reprocher. Il y a eu une guerre, tout part de son refus de céder le pouvoir. En face, il y a également eu des atrocités. Je continue de penser, si Laurent Gbagbo avait fait une passation de pouvoir apaisée, il n'y aurait eu rien de tout ça. Lorsque les autorités ivoiriennes se sont rendues compte que le procès à la CPI était en train de mal tourner, ils ont réactivé les poursuites contre Laurent Gbagbo sur le cas de la BCEAO et ils l'ont jugé en son absence. Ils ont à peine notifié ses avocats et surtout ils n'ont pas saisi la CPI pour que Gbagbo leur soit livré pour qu'il puisse venir se défendre lors de ce procès. Ça, c'est vraiment élémentaire. Et en ça, les autorités ivoiriennes se sont déshonorées elles-mêmes. Vous ne pouvez pas organiser un procès et que la personne ne puisse pas se défendre. Ça n'a pas de sens. Lors de ce procès, donc, Laurent Gbagbo sera condamné à 20 ans de prison et à 329 milliards d'amende. Ses avocats ont interjeté appel, mais lors du deuxième procès, ils ont confirmé la peine, faisant en sorte que Laurent Gbagbo perde son éligibilité et sa présence sur les listes électorales. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Alors je vous explique la nuance. Il est poursuivi pour des faits délictueux, des vols en réunion à main armée avec effraction. Finalement, il y a eu une réqualification. Il s'est rendu donc complice de ces faits. Il est bon que je précise que je n'ai pas qualité pour apprécier le contenu de la décision. Ce sont les effets de la décision dont je parle. Alors ici, monsieur le président Gbagbo a été donc condamné pour ces faits. Mais n'étant pas présent, il a été condamné par défaut. Défaut veut dire qu'il n'était pas présent, il n'a pas eu connaissance de la procédure. Donc c'est une faculté, c'est un droit qu'on lui reconnaît d'exercer une voie de recours supplémentaire. Parce qu'en principe, quand une décision est rendue, si elle est contradictoire, elle court à partir de son prononcé. Et vous n'avez qu'une seule voie, c'est-à-dire l'appel. Or, si la décision est rendue par défaut, en plus de l'appel, vous avez l'opposition. L'opposition qui signifie que vous demandez qu'on reprenne le procès parce que vous n'étiez pas présent. Donc la décision qui a été rendue par défaut devient caduque. À l'occasion du procès de monsieur le président Gbagbo, son avocat, Maître Bobré Félix, a saisi le tribunal d'une opposition. C'est-à-dire qu'il demande à ce que le procès soit repris. Une citation à prévenu est donc signifiée à l'avocat qui a sollicité l'opposition pour qu'on reprenne l'audience. Et à cette audience, le prévenu ne comparaît pas ni ses avocats, ce qui amène le juge à prononcer un jugement d'itératif défaut. Qui signifie quoi? Qui signifie que tu m'as demandé de reprendre l'audience, le procès, parce que vous n'étiez pas présent, j'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu pour la deuxième fois. Donc je rends une décision d'itératif défaut. Mais quel est l'intérêt du jugement d'itératif défaut? Il emporte deux conséquences. La première, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé
opposition va s'appliquer à vous. Et la deuxième, c'est que vous n'avez plus de voie de recours d'opposition, il reste seulement que l'appel. Et l'article 560 dit que si un jugement est rendu par défaut, est rendu par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification. Alors, fort de cela, le procureur de la République, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, va commettre un huissier à l'effet de signifier cette décision qu'on appelle le jugement d'itératif défaut au prévenu. Il se rend à son domicile. Il trouve une dame du nom de Nambintou Ouattara qui dit effectivement c'est chez le président Gbagbo ici. Mais son avocat, c'est Maître Dagué Rodrigue. Il faut vous référer à ce dernier. L'huissier rentre en contact téléphoniquement avec Maître Dagué qui lui dit oui, j'ai été l'avocat du président Gbagbo, mais je ne le suis plus. Désormais, adressez-vous à Maître Maintenant qui est l'avocat de M. Gbagbo. Ce faisant, l'huissier se transporte au cabinet de Maître Maintenant où étant et parlant, il le reçoit. Maître Maintenant le reçoit et l'huissier lui dit ceci. Maître, êtes-vous l'avocat de Monsieur le Président Gbagbo? Il répond sur interpellation. Monsieur le Président Gbagbo m'a fait l'honneur de me demander de l'assister, c'est que j'ai accepté volontiers. Ce qui fait qu'il devient l'avocat de M. Gbagbo. Et fort de cela, l'huissier lui dit, je suis porteur d'un jugement d'itératif défaut le concernant. L'avocat lui répond, je ne suis pas habilité à recevoir cette décision. Vous êtes tenu, vous, à votre tour, d'aller signifier cette décision à personne, à M. Gbagbo Alaye. Voilà ce que l'avocat dit. Et conformément à l'article 560 que l'avocat lui-même, il invoque. Or, que dit l'article 560? L'article 560 dit ceci. Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode. Je dis bien, quel qu'en soit le mode. L'avocat dit que la seule signification qui vaille, c'est celle qui est faite à personne de Gbagbo, à la personne de Gbagbo. Or, on distingue plusieurs modes de signification. Le premier, c'est la personne elle-même. Le deuxième mode, c'est à domicile élu, c'est-à-dire chez son avocat. Nous examinons les décisions qui nous sont données par le ministère de la Justice. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. Donc, Président, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est dans le procès verbal que vous aurez reçu. Bien entendu, ça se trouve dans le procès verbal. Nous avons exigé cela, parce qu'il ne suffit pas de nous donner une décision. L'acte que nous allons poser est tellement grave. De radier quelqu'un de la liste électorale, il faut qu'on s'entoure de toutes les garanties légales. C'est pour cette raison que nous avons exigé tout ça. Donc ce qu'on comprend de cette intervention du président de la CEI, c'est que le parquet a essayé de faire en sorte que les avocats du président Gbagbo aient le verdict, juste après le procès pour opposition qu'ils ont demandé, mais qu'ils n'ont pas voulu la réceptionner. Certainement en défiance, vous n'avez pas eu la courtoisie d'attendre que je sois là, vous n'avez pas saisi la CPI, où je suis quand même à cause de vous. Écoutez, faites ce que vous voulez, je ne participerai pas à cette mascarade. Ça pourrait s'entendre et se comprendre, mais le côté négatif de cette position est que le procès en appel s'est fait, après celui qui a été fait en première instance, et donc juste après l'opposition, de ce que j'ai compris de l'intervention du président de la CEI, ils avaient donc droit à un procès en appel, le procès en appel qui s'est tenu, et là cette fois-ci la décision est irrévocable, il n'y a pas de possibilité de faire une demande en cassation ou quoi qu'est-ce, c'est terminé. C'est dommage. Sauf si Laurent Gbagbo, depuis le départ, avait pris le parti de régler ce problème par la voie politique. Si tel est le cas, si c'est le choix que tu as fait, il n'est pas forcément nécessaire de crier à l'infamie, tu veux laver ton nom qui a été sali. Pour ça, il aurait fallu être un peu plus malin 10 ans plus tôt. C'est un peu facile ce que je dis là, mais j'ai vraiment cette conviction, les actes que l'on pose ont des conséquences. Et j'en ai un peu marre du fait que sous nos latitudes, sous nos tropiques, on fait toujours des horreurs en espérant qu'on nous excuse. Tu savais qu'il devait se produire des rivières de sang. Tu as pris le parti de te dire « moi j'ai raison et je le fais parce que j'ai l'impression d'être l'élu, le messie ». Voilà le résultat de ce genre de position. En rentrant en Côte d'Ivoire en 2021, si Laurent Gbagbo n'a pas été arrêté, c'est tout simplement parce qu'Alassane Ouattara l'avait gracié quelques semaines avant. Le fait de le gracier n'est pas anodin, c'est même très cynique. Gbagbo ne va pas en prison et Alassane Ouattara n'avait absolument rien à gagner à enfermer Gbagbo une nouvelle fois. Ça allait remettre de l'huile sur le feu et surtout, ça permettait de ne pas trop mobiliser la rue. On le gracie. Ça lui permet de ne pas aller en prison, mais il ne récupère pas ses droits de citoyen. Pour cela, il aurait fallu que Ouattara prenne une loi d'amnistie
Et là, Gbagbo aurait totalement été blanchi de tout. Et ça, c'est typiquement une mesure politique. Ça, c'est indéniable, il n'y a même rien à dire. Ils ont réfléchi, ils ont pris la décision d'avoir toujours prise sur tout ce qui allait se produire autour de Laurent Gbagbo. Donc ils ne voulaient pas trop lui donner des marges de manœuvre incroyables. Autre chose, ils ont fait en sorte que les arriérés de sa rente viagère en tant qu'ancien chef d'État lui soient versés. Donc depuis 2010, on parle quasiment de 3 millions d'euros. Donc c'est énorme, il va pouvoir financer ses activités politiques, sa vie de famille, etc. Mais pas pouvoir se présenter. Ça, pour le moment, c'est proscrit. Au risque de vous choquer, que Laurent Gbagbo soit out, moi personnellement, ça ne me choque absolument pas. Comme je vous le disais, il a une responsabilité énorme dans ce qu'il s'est produit en Côte d'Ivoire. Il a géré ce pays, quoi qu'on en dise, en dilettance, mais totale. Comment vous pouvez comprendre qu'un ancien président n'était quasiment jamais à son bureau? Lorsqu'on venait traiter de dossiers ou de questions importantes, il prenait jamais de notes, il n'y avait jamais de stylo. Pour lui, il avait tout dans la tête, mais ça a fait qu'il a fait des erreurs incroyable. Laurent Gbagbo s'est entêté et malheureusement c'est le loser de l'histoire. On lui a expliqué les règles du jeu, il a dit qu'il avait compris ses règles et qu'il voulait jouer. Voilà le résultat quoi. Si Laurent Gbagbo s'était retiré pacifiquement, pensez-vous que la force aurait été utilisée? Il y a eu pendant cette crise post-électorale des Libériens qui étaient supplétifs de l'armée ivoirienne. Qui les a embauchés? Qui les payait? Et pourquoi a-t-on besoin de miliciens libériens si on est totalement une colombe et qu'on n'a fait de mal à personne? Troisième question, une fois que la signature d'Alassane Ouattara a été reconnue par la BCEAO, est-ce que Laurent Gbagbo avait le droit de décaisser des espèces? La réponse est non. Il a posé tous ses actes en responsabilité. Malheureusement, il faut qu'il assume les conséquences. Les actes qu'on pose ont des conséquences. Ça fait en sorte que lorsqu'il y a des iniquités qui vous sont faites, on est obligé de les dénoncer parce que, comme je vous le disais, le procès qui a été organisé, les 20 ans, etc., c'est inique, ça ne se fait absolument pas. Mais d'un autre côté, le monsieur non plus n'est pas blanc-bleu. Les responsabilités des deux camps par rapport aux 3000 morts sont plus qu'engagées. C'était la guerre. Alassane Ouattara et les gens qui se battaient pour lui ont fait des horreurs. Regardez par exemple les différents charniers qu'il y a eu à l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'on leur attribue. Il y a énormément de sang qui a coulé. Ils sont tous responsables. Mais celui sur qui l'opprobre est resté, c'est Gbagbo. Parce que, quoi qu'on en dise, sa décision de s'accrocher au pouvoir a généré tout cela. S'il avait reconnu sa défaite, il n'y aurait pas eu de guerre. Gbagbo veut pouvoir être sur les listes électorales pour pouvoir se représenter à des élections, principalement l'élection présidentielle de 2025. Sauf qu'en 2025, Gbagbo aura 80 ans. Quelqu'un qui disait lui-même que dès 75 ans, on devait aller à la retraite parce qu'on avait énormément de maladies, qu'on n'était plus apte à pouvoir diriger. Et sa démarche actuelle fait penser à celle d'un revanchard. Et quand bien même il ait le droit de se venger, on ne devient pas président pour ce type de raison. On devient président parce qu'on a quelque chose à apporter à son pays. On devient président parce qu'on a une ambition pour son pays. Et pas juste pour pouvoir donc renverser la tendance et avoir à faire à autrui ce qu'ils nous ont fait. Vous pouvez faire ça dans la rue, mais on ne devient pas président pour cela. Vous rajoutant en plus qu'il a été usé par la prison, il n'est plus en capacité de pouvoir gérer un pays comme la Côte d'Ivoire. En 2025, au moment des élections présidentielles, il aura 80 ans passés. Ce dans quoi il veut se lancer, ce n'est non seulement plus de son âge, mais c'est surtout que les Ivoiriens veulent passer à autre chose. Lui, Bédié et Ouattara doivent se retirer de la scène politique. Ils la monopolisent depuis bientôt 40 ans. Ils ont fait toutes les combinaisons possibles. Gbagbo / Ado contre Bédié, Ouattara Bédié contre Gbagbo, Bédié Gbagbo contre Ouattara. On a tout fait. Ils ont formé des générations entières qu'ils passent la main. La moitié de la population ivoirienne a moins de 30 ans. Avoir des présidents octogénaires est incompréhensible. C'est totalement hors sol. Comment voulez-vous diriger ou concevoir une société pour des gens que vous ne comprenez pas? Parce que le gap qu'il y a entre les Alassane Ouattara, les Bédié et Gbagbo, et les petits TikTokers ou des gens qui passent leur temps à twerker, ils comprennent pas. Pour eux, ça n'a pas de sens. Quand on vous dit que chacun d'entre eux n'a quasiment même pas de smartphone, ils appellent encore au téléphone fixe.
Et c'est eux qui doivent absolument concevoir le monde de demain. Après, vous me direz, ils peuvent s'entourer. La preuve, Alassane Ouattara est président. Il y a énormément d'innovations en ce moment en Côte d'Ivoire. Mais il est tout de même préférable qu'ils laissent la place. Ils sont tous devenus présidents, ils ont tous occupé le fauteuil présidentiel. Chacun d'entre eux a montré de quoi il était capable. C'est bon, relax, on peut passer à autre chose. Leur vendetta personnel aujourd'hui est totalement anachronique. Les Ivoiriens ont goûté à la stabilité, au développement. Ils sont en train de voir le potentiel de leur pays. Ils ne veulent pas revenir en arrière. Flemme des crises et des combats pour les égos des hommes politiques. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un député sans étiquette a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour réinsérer dans la Constitution la limite d'âge pour pouvoir être président. Donc au-delà de 75 ans, ce ne sera plus possible. Cette limitation avait sauté à la révision constitutionnelle de 2016. Et à dire vrai, je ne pense pas que cette proposition sera adoptée. Tout ça pour la simple et bonne raison que dans cette proposition de loi, il y a la suppression du poste de vice-président, mais surtout un alinéa sur le nombre de mandats présidentiels qui doivent être une norme non révisable. Donc qu'à l'avenir, on ne puisse pas avoir à ôter à nouveau ces dispositions. Pour ces deux raisons, Ouattara qui disait qu'il ne demanderait pas à ses députés de s'opposer à cette proposition, et je pense qu'ils le feront, parce que donc il a créé le poste de vice-président. Ça m'étonnerait qu'il le supprime, parce que là aujourd'hui dans son dispositif c'est indispensable. Il fait en sorte que ce soit donc son vice-président qui est un ancien banquier, ancien patron de la BCEAO, mais il les connaît, qui assure pas mal d'audiences ou de déplacements à l'étranger. Quand ce n'est pas lui, c'est le Premier ministre Patrick Hachi. Alassane Ouattara est un peu plus en retrait, il n'intervient que lorsque c'est vraiment des événements calibrés. Cette visite du vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, ce mardi 3 mai en Guinée-Bissau fait suite à celle effectuée successivement au Sénégal, au Togo, au Bénin et au Niger, à la demande du président de la République Alassane Ouattara. Une ambassade des Émirats arabes unis est ouverte à Abidjan. Décembre 2022, un nouvel ambassadeur en la personne de Ali Youssef Al-Nouaimi a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. C'est tout dire de la nouvelle dynamique que connaît la coopération entre Yamoussoukro et Abu Dhabi. Une coopération appelée à s'intensifier telle que l'a expliqué au cours d'une audience le diplomate émirati au vice-président de la République, Tiemoko Mélié Koné. Pour cette rencontre sur le financement à Paris, c'est le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi qui, au nom du président de la République Alassane Ouattara, va représenter la Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a instruit moi-même ainsi que les ministres qui sont avec moi, Madame le ministre du Plan, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Budget, son conseiller spécial, de nous rendre donc aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds afin d'échanger avec eux sur le contexte mondial que traversent la plupart des pays, caractérisés par des chocs externes extrêmement importants. Et donc pour cette raison, je pense que cette proposition ne sera pas adoptée. Alassane Ouattara convoquera, je pense, le Congrès prochainement pour une révision constitutionnelle. Lui-même, il réinsérera cette disposition pour faire en sorte que Bédié, Gbagbo et lui partent à la retraite, qu'il soit celui qui clôture ce cycle-là. Et j'ai même l'impression, je vous le répète encore, il fait en sorte que Patrick Hachi, le Premier ministre, et Mélié Koné, le vice-président, soient pas mal aux manettes. J'ai le sentiment que, comme Senghor, si ce n'est cette année, ce sera l'année prochaine, attendez-vous à avoir une démission d'Alassane Ouattara et une passation de charge à un de ses poulains. Et je pense que c'est comme ça que se clôturera ce cycle un peu compliqué qu'a pu connaître la Côte d'Ivoire et qu'il y aura en 2024 ou en 2025 une toute nouvelle génération au pouvoir dans ce pays. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai plusieurs questions que j'aimerais vous soumettre parce que je n'ai pas forcément la réponse moi-même. Et vu qu'il faut que ce soit interactif, je lirai vos réponses avec grand intérêt. Pensez-vous qu'il est impérieux de remettre ces dispositions liées à la limite d'âge dans la Constitution et donc ainsi les envoyer tous à la retraite? Ou plutôt, pensez-vous que Laurent Gbagbo, Ouattara et Bédié doivent s'affronter une dernière fois pour clore totalement le cycle? On va voir ce que l'avenir nous réserve. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon travail comme du traitement que j'ai apporté à ce sujet. Partagez la vidéo autour de vous massivement. Je vous retrouve donc sur mes réseaux sociaux avec impatience. Et je vous dis donc
À la prochaine pour un prochain contenu. C'était votre GSW. Peace out.